Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je viens vers vous pour vous présenter la séance numéro 3 sous la forme d'une capsule. Il s'agit d'une VST, ça veut dire que vous allez découvrir plusieurs textes des essais. Et le but, ça va être à la fois d'observer les thèmes humanistes qu'on a évoqués dans la séance 1 et dans la séance 2 quand on a fait du arpentage ensemble. Ça va être de les repérer dans un premier temps, ces thèmes humanistes, et ensuite, dans une deuxième activité de lecture avec les textes que je vous ai choisis, je vous proposerai aussi de repérer les principes d'écriture des essais. Donc dans un premier temps, j'aimerais que ensemble on observe les valeurs humanistes que l'on trouve à l'intérieur des essais. Ça va être à vous de les chercher. Donc ce que je vous propose, c'est de lire chacun des textes, donc sous ma lecture, vous m'entendrez lire le texte, et ensuite pendant ma lecture, vous repérez avec une couleur de stabilo le thème ou les thèmes qui sont présents dans les textes à l'aide d'une couleur de surligneur. Ensuite, vous pouvez éventuellement, sur cette page-ci du cours ou à la suite de vos textes, vous notez ces valeurs en question. Après, on aura un temps de synthèse ensemble et on basculera dans l'activité 2. Juste une remarque, j'ai noté l'exercice d'une pensée humaniste parce que dans les essais, il y a bien la dimension d'exercice au sens où la pensée s'exerce, c'est-à-dire que c'est pas, les essais ne sont pas écrits pour livrer une vérité comme ça d'un coup, c'est le travail d'une pensée en fait, d'où le terme exercice. Voilà, je voulais justifier le titre de ma séance pour que vous soyez à même de justifier ça dans une dissertation et que vous saisissiez bien la nuance qu'on trouve dans les essais. Donc c'est parti pour la lecture des textes. À tout de suite. Donc voilà le premier texte qui est en fait le prologue des essais, donc qui se situe livre 1. Donc ça dépasse en réalité les deux chapitres que vous avez à l'étude. Le premier chapitre des cannibales se trouve dans le livre 1 et le chapitre des coches se trouve dans le livre 2. Mais en fait, ni l'un ni l'autre, ni dans l'un ni dans l'autre, on ne trouve le prologue. Donc je suis allée un petit peu plus loin que les deux chapitres que vous avez à l'étude ici. Voici la lecture, je vous fais la lecture du texte et vous cherchez un thème humaniste éventuellement qu'on peut trouver ici. Au lecteur. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Je n'y ai nulle considération de ton service ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis, à ce que m'ayant perdu, ce qu'ils ont à faire bientôt, ils y puissent retrouver aucun trait de mes conditions et humeurs. Aucun trait ici, vous avez vu, est au pluriel, ça veut dire tous les traits de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen, ils nourrissent plus entière et plus vive la condition qu'ils ont eue de moi. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse mieux paré et me présenterais en une marche étudiée. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l'a permis, c'est-à-dire autant que la bienséance publique me l'a permis, que si j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de la nature, je t'assure que je m'y fusse volontiers peint tout entier et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Adieu donc, de Montaigne, ce 1er de mars 1580. Donc à vous de dégager un thème Montaigne, un thème humaniste que Montaigne souhaite explorer ici. Alors, le thème ici qui apparaît et que Montaigne met en évidence directement, c'est qu'en fait, il écrit les essais pour parler de lui, et ainsi, en parlant de lui, il évoque la nature humaine, en fait. Donc, un des premiers grands thèmes humanistes des essais, c'est l'homme. Et on avait vu que une des grandes réflexions des humanistes, c'est d'avoir foi en l'homme et donc du coup de s'y intéresser vraiment. Une remarque très intéressante et très importante à mon sens, c'est que les essais sont rédigés à la première personne du singulier, signe que
c'est bien Montaigne qui s'exprime en son nom propre et qu'à travers Montaigne, il sonde l'humanité. D'accord. Donc Montaigne se fait un petit peu le cobaye de ce que pourrait être l'homme. Voilà. Et bien sûr, à travers sa propre nature, il va étudier l'autre, en fait, hein, les autres hommes. Donc ça, c'est un premier thème, c'est-à-dire que les essais cherchent à investiguer sur ce que c'est que la nature humaine. Texte suivant. Donc le texte suivant se trouve dans Des cannibales. Vous verrez, j'ai indiqué les pages, vous pourrez donc du coup les noter dans vos ouvrages quand vous aurez vos ouvrages. Sur les cannibales. Quand le roi Pyrrhus passa en Italie, après qu'il eut constaté l'organisation de l'armée que les Romains envoyaient contre lui, il déclara: Je ne sais qui sont ces barbares, car les Grecs appelaient ainsi tous les peuples étrangers. Mais la disposition de l'armée que je vois là n'est pas du tout barbare. Les Grecs en dirent autant de celle que Flaminius fit passer en leur pays, de même que Philippe, lorsqu'il vit du haut d'un monticule l'ordre et l'agencement du camp romain installé dans son royaume sous Publius Sulpicius Galba. Vous voyez qu'en dessous, il y a des informations, hein, je vous conseille de les lire pour, quand vous reprendrez le texte pour chercher le thème sous-jacent dans les essais. Voilà comment il faut se garder de s'attacher aux opinions courantes et juger en suivant la voie de la raison, sans écouter la voix commune. J'ai eu longtemps auprès de moi un homme ayant vécu 10 ou 12 ans dans cet autre monde qui a été découvert en notre siècle, à l'endroit où Villegagnon toucha terre et qu'il nomma la France antarctique. Cette découverte d'un pays immense est apparemment un événement considérable. Je ne sais si je puis garantir qu'il ne s'en produira pas d'autres à l'avenir, car beaucoup de personnages plus importants que nous se sont trompés à propos de celle-ci. J'ai peur que nous ayons les yeux plus grands que le ventre et plus de curiosité que nous n'avons de capacité. Nous embrassons tout, mais nous n'étreignons que du vent. Alors dans ce texte, évidemment, on voit poindre une quantité de thèmes humanistes. Le premier que vous pouvez voir, c'est le thème qui est associé à la notion de barbarie. La barbarie, ça signale quelqu'un qui vous est étranger, mais dans un autre sens, un barbare, c'est quelqu'un qui manque d'humanité, qui est cruel de ce fait. Et donc du coup, on assiste chez Montaigne à une réflexion, on poursuit cette réflexion sur ce que c'est que l'homme. Et dans les essais, on va remettre en cause ce que c'est que l'homme. D'accord, ce que c'est que l'humanité. Et de ce fait, on va remettre en cause l'ethnocentrisme, c'est-à-dire la vision qu'on se faisait auparavant de ce que c'est que l'homme. Ici, quand Montaigne évoque les barbares, en parlant des auteurs antiques, il transpose ce que nos prédécesseurs, les anciens, ont pensé des peuples qui vivaient autour d'eux. Et en fait, c'est ni plus ni moins ce qu'ont pensé les Européens quand ils ont vu les Amérindiens. Ils ont pensé qu'ils étaient plus barbares qu'eux. Et de ce fait, on remet en cause la notion de culture, en fait, puisque on a pensé que notre culture, c'est ce qui faisait notre humanité. Là, on découvre une autre culture, et de fait, on va penser que ces gens-là sont barbares, pas humains. C'est une vraie réflexion qui va se poser sur l'humanité ou non des Amérindiens. Bien sûr, Montaigne pense qu'au contraire, ils sont peut-être même plus cultivés ou leur culture est tout aussi humaine que la nôtre. Et puis, évidemment, il est question, autre thème, du Nouveau Monde, vous le voyez ici, cette découverte d'un pays, d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des deux chapitres, le Nouveau Monde. Et puis, autre élément intéressant, et c'est assez perceptible chez Montaigne, c'est la raison. Et il dit quelque chose d'assez intéressant, je pense que tout le monde devrait s'y attacher. Il faut se garder de s'attacher aux opinions courantes et juger en suivant la voie de la raison, sans écouter la voix commune. C'est-à-dire que la vérité n'est pas dans ce que n'est pas forcément dans les opinions, parce que dans les opinions, on peut avoir des préjugés. Voilà. Passons au texte suivant. Alors ce texte, c'est précisément le texte que vous allez avoir en lecture linéaire, d'accord. Je vous en fais la lecture. Donc il est dans la droite suite du précédent et on se trouve dans les cannibales.
Platon fait dire à Solon qu'il aurait appris des prêtres de la ville de Saïs en Égypte que autrefois et avant le déluge, il y avait une grande île nommée Atlantide en face du détroit de Gibraltar qui contenait plus de territoire que l'Afrique et l'Asie réunies, et que les rois de cette contrée, qui ne possédaient pas seulement cette île, mais s'étaient avancés si loin sur la terre ferme qu'ils occupaient toute la largeur de l'Afrique jusqu'en Égypte et toute la longueur de l'Europe jusqu'en Toscane, entreprirent d'enjamber jusqu'en Asie afin de conquérir tous les peuples qui bordent la mer Méditerranée jusqu'au golfe de la mer Noire, et que pour faire cela, ils traversèrent l'Espagne, la Gaule, l'Italie jusqu'en Grèce, où les Athéniens leur résistèrent, mais que, quelque temps après, à la fois les Athéniens eux-mêmes et leurs îles furent engloutis par le déluge. Il y a une faute de frappe ici, je vous invite à la corriger, puisque j'ai retapé tous les textes en fait et ça se voit, il y a un S à la fois. Il est assez vraisemblable que ce ravage extraordinaire commis par les eaux ait produit des changements étonnants dans les régions habitées de la Terre. On pense par exemple que la mer a séparé la Sicile d'avec l'Italie. Là, on a une citation. Ces lieux arrachés jadis à leur base par un violent et vaste écroulement se séparèrent et, dit-on, alors qu'auparavant l'une et l'autre terre n'en faisaient qu'une. Chypre d'avec la Syrie, l'île de Baie d'avec la terre ferme de la baie aussi, et ailleurs, dit-on, la mer a réuni les terres qui étaient séparées, comblant de limon et de sable les fosses qui se trouvaient entre elles. Et un marais longtemps stérile et battu des rames nourrit les villes voisines et sent le poids de la lourde charrue. Donc là, on est en train de dire qu'il y aurait eu un raz-de-marée qui aurait séparé des terres et qui aurait à la fois rassemblé d'autres terres. Mais il ne semble pas que cette île soit ce nouveau monde que nous venons de découvrir, car elle touchait presque l'Espagne et ce serait l'effet incroyable d'une inondation que de l'avoir fait reculer ainsi de plus de 1200 lieues, d'autant que les voyages des navigateurs contemporains ont déjà démontré que ce nouveau monde n'est pas une île mais un continent qui touche d'un côté à l'Inde orientale et d'autre part aux terres qui sont les deux pôles, ou que, s'il est séparé de ces terres, c'est par un détroit et un intervalle si petit qu'il ne mérite pas d'être nommé île pour cela. Je vous laisse réfléchir au thème dont on parle ici dans ce texte. Donc évidemment, un des thèmes importants du texte, c'est le nouveau monde dont il est question. On cherche à découvrir quel est ce nouveau monde. Et à ce titre, il y a donc un autre thème qui est corollaire dans ce texte-ci, c'est les humanités, à savoir les auteurs antiques. Parce que pour déterminer quel pourrait être ce nouveau monde, Montaigne, dans toute la première partie du texte, c'est-à-dire ici, fait appel aux auteurs antiques et il les cite même. D'une part, il les cite en reformulant leurs pensées, puis après avec des citations, et il prend en compte l'hypothèse que le Nouveau Monde serait peut-être le mythe, enfin, ce serait peut-être l'Atlantide, cité disparue, grand royaume qui était hyper puissant et qui s'étendait majestueusement, dit-on. Donc en fait, on retrouve les deux thèmes, à la fois le Nouveau Monde et les humanités dans ce texte-ci, sachant évidemment que à la fin du texte, c'est-à-dire à partir, excusez-moi, il y a une erreur de lignage. À partir de ce paragraphe-ci, on voit bien que Montaigne réfute l'hypothèse que ce Nouveau Monde soit l'Atlantide, évidemment. Encore un extrait des Cannibales ici. Cet homme que j'avais auprès de moi était un homme simple et frustre, ce qui est une condition propre à garantir un témoignage véridique. Car les gens qui ont l'esprit subtil observent bien plus attentivement et remarquent plus de choses, mais ils les commentent. Et pour faire valoir leur interprétation et en persuader les autres, ils ne peuvent s'empêcher d'altérer un peu l'histoire. Ils ne vous exposent jamais purement les choses, ils les orientent et les masquent selon le visage qu'ils leur ont vu. Et pour donner du crédit à leur jugement et vous y rallier, ils développent en général dans cette direction, l'allongent et l'amplifient. Il faut qu'un homme soit très loyal, soit si simple pour qu'un homme soit très loyal, soit si simple qu'il n'ait pas de quoi échafauder et rendre vraisemblables des inventions fallacieuses, et qui n'ait épousé aucun préjugé. C'était le cas du mien, et plus. Il m'a plusieurs fois présenté des matelots et des marchands qu'il avait connus pendant ce voyage. C'est pourquoi je me contente de cette information sans m'occuper de ce que les géographes disent sur la question. Il nous faudrait des topographes qui nous fassent une description spécifique des lieux où ils sont allés. Mais parce qu'ils ont cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine, ils en profitent pour nous donner des nouvelles de tout le reste, de tout le reste du monde. Je voudrais que chacun écrive ce qu'il sait, et pas plus qu'il n'en sait, pas seulement sur ce sujet, mais sur tous les autres, car on peut avoir quelques connaissances ou expériences spécifiques de la nature d'une rivière et ne savoir rien de plus que ce que chacun sait. On entreprendra toutefois, pour faire valoir ce petit bout de connaissance, d'écrire toute la physique.
De ce vice découlent plusieurs graves inconvénients. Je vous laisse réfléchir. Montaigne ici nous évoque le thème de la raison et de la vérité. Il réfléchit au meilleur moyen de voir la vérité et il accorde l'importance au témoignage, d'accord? Au témoignage de gens qui ne sont pas des spécialistes. C'est la raison pour laquelle il dit qu'il ne faut pas entendre les gens qui sont spécialistes sur un sujet. Parce qu'ils ne sont pas assez neutres. D'ailleurs, il le dit ici, il ne vous expose jamais purement les choses, il les oriente et les masse selon le visage qu'ils leur ont vu. Et ensuite, il enchaîne en disant « C'est pourquoi je me contente de cette information sans m'occuper de ce que les géographes disent sur la question. » C'est la raison pour laquelle, dans les essais, quand Montaigne va évoquer le Nouveau Monde, il va principalement utiliser des témoignages et des récits d'explorateurs ayant réellement mis les pieds dans le Nouveau Monde. Allez, voici le dernier texte. Montaigne évoque dans cette démonstration la technique qui permet de vérifier une vérité. Vous me demandez d'où vient cette coutume de bénir ceux qui éternuent. Nous produisons 3 sortes de vent. Celui qui sort par en bas est trop sale. Celui qui sort par la bouche entraîne quelques reproches de gourmandise. Le troisième est l'éternuement. Et puisqu'il vient de la tête, excusez-moi, j'ai encore fait une erreur de frappe, et qu'il n'a rien de blâmable, nous lui faisons cet accueil honorable. Ne vous moquez pas de cette subtilité. Elle est, dit-on d'Aristote. Il me semble alors avoir lu chez Plutarque, qui est de tous les auteurs que je connais celui qui a su le mieux allier l'art à la nature et le jugement à la science, l'explication de la cause du soulèvement d'estomac dont sont victimes les gens qui voyagent en mer, selon laquelle cela leur vient de la crainte qu'ils éprouvent puisqu'il a trouvé un raisonnement qui prouve que la crainte peut produire un tel effet. Moi-même, qui suis fort sujet à ce malaise, je sais que cette cause ne joue pas sur moi, et je le sais non par un argument, mais en vertu d'une indiscutable expérience. Je n'ai besoin d'alléguer ce qu'on m'a dit, à savoir qu'il arrive la même chose aux bêtes, tout particulièrement aux porcs, qui n'ont aucune idée du danger, ni le témoignage personnel d'un de mes amis. Il y est fort sujet, mais l'envie de vomir lui est passée 2 ou 3 fois sous le coup d'une grande frayeur, en pleine tempête, comme cela arrive à cet auteur antique. J'étais trop malade pour songer au péril. Je n'eus jamais peur sur l'eau, pas plus que dans d'autres circonstances, et s'il en est assez souvent présenté, qui aurait pu susciter la peur si la mort en est une, en tout cas, pas au point d'en être bouleversé et aveuglé. La peur naît parfois d'un manque de jugement ou d'un manque de courage. Tous les dangers que j'ai vus, cela a été les yeux ouverts, la vue claire, saine et entière. Mais dans la crainte, il faut du courage. Ce dernier me fut utile autrefois, autant qu'à d'autres, pour diriger ma fuite. Excusez-moi, j'ai oublié un E. Et la garder en ordre, afin qu'elle soit sinon sans crainte, du moins sans panique et sans ébranlement. Elle était émue, mais pas étourdie, ni éperdue. Le plus n'a rien à voir ici. Donc ici, vous avez des sujets assez simples, notamment les sujets qui sont en rapport avec le corps. Donc dans les essais, on ne traite pas uniquement de choses qui sont des choses comme le Nouveau Monde, on traite de choses qui sont assez prosaïques. En même temps, étudier le corps, c'est aussi étudier la nature humaine, donc on le revoit ici. Et donc du coup, qu'évoque Montaigne? Il évoque l'éternuement, il évoque les paix, il évoque les raux, ici. C'est pour ça que j'ai choisi le texte, je trouve que c'est assez étonnant et assez intéressant. Il n'y a pas de sujet vulgaire chez Montaigne, il n'y a pas de sujet bas, tout doit être discuté, et ça sans hiérarchie. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à noter en disserte. Et puis il évoque, vous voyez ici, le mal de mer. Il y a un autre élément, un autre thème qui est évoqué ici, c'est la notion de vérité. Et à nouveau, on observe que la vérité repose sur l'expérience. Par exemple, je vous montre dans le texte. Il dit, Montaigne, que lui est spécialiste dans ce que pourrait être le mal de mer, puisqu'il dit « moi-même qui suis fort sujet à ce malaise », donc il repose sur sa propre expérience. Je le sais non par un argument, mais en vertu d'une indiscutable expérience. Ça renvoie à un des principes d'écriture de Montaigne, on y reviendra tout à l'heure. Voilà tout, je pense, de ce que j'ai à vous dire là-dessus. Autre remarque, évidemment, on retrouve le thème des auteurs antiques, des humanités, évidemment, puisque à nouveau, Montaigne, et ça fait partie aussi de ces techniques, cite et renvoie à la pensée, par exemple, de Plutarque, et ici à la pensée d'un auteur antique, d'accord ? Donc j'évoque ici.
Ici, Lettra Lucidus Sénèque. Donc concrètement, on retrouve systématiquement dans ces textes que je vous propose à l'étude souvent les mêmes thèmes et du coup dans la partie de synthèse de cours, vous allez voir que je vais vous les rassembler. Dans le dernier texte, il dit lui-même: la peur naît parfois d'un manque de jugement, d'un manque de courage. Tous les dangers que j'ai vus, cela a été les yeux ouverts, la vue claire, saine et entière. Même dans la crainte, il faut du courage. Vous voyez qu'il renvoie à sa propre expérience et notamment ici, il évoque sa fuite, puisqu'on est dans le cadre des coches. Il évoque sa fuite de Bordeaux et son emprisonnement sans doute à la Bastille. Donc vous voyez que les essais étant une écriture autobiographique, donc on est dans la partie B, donc partie de synthèse comme promis. On voit que la pensée de Montaigne est foncièrement humaniste parce que on observe son intérêt... Ah, pardon, flûte, je me trompe à chaque fois entre mon stabilo et mon stylo. Parce qu'on observe donc le Nouveau Monde, parce qu'on observe son intérêt pour les textes anciens et notamment les humanités. On observe à nouveau la question de l'homme, l'homme idéal notamment. Vous avez vu que sur le dernier texte, il évoque la notion de peur et de courage. Donc il essaie de faire le point sur ce que c'est que la nature humaine et en ce sens, il offre un regard de tolérance, puisque je crois que c'était dans le texte 2, on parle de la notion de barbarie. Pour l'instant, les Européens pensent que les hommes du Nouveau Monde sont des barbares, et justement, la pensée de Montaigne consiste à reconsidérer ce qui fait la nature humaine, et donc du coup, à être plus tolérante. On a vu aussi que l'expérience et la connaissance étaient mises au même niveau, voire parfois même l'expérience est mise à un niveau supérieur à la connaissance. Et tous les sujets, même les plus triviaux, sont exposés comme les vents du corps que je vous ai proposé de manière assez humoristique. Dans la deuxième partie, on va évoquer ensemble quels sont les principes d'écriture des essais. Donc c'est ce que je vous ai mis ici, Montaigne, père de l'essai, un exercice de pensée nouveau et à part entière. Donc qu'est-ce que c'est qu'un essai? Ça, c'est quelque chose à savoir par cœur, à mon avis. C'est intéressant à mettre dans une introduction de disserte. L'essai vient de exagium, qui veut dire épreuve, expérience, tentative, ce qui renvoie à la notion d'exercice qui se trouve dans mon titre. Il s'agit donc ici de mettre à l'épreuve sa pensée en la confrontant à celle d'autrui. Donc on exerce son sens critique à partir de lectures qui sont souvent celles de philosophes et d'historiens grecs et romains. Puis on met à l'épreuve la pensée des autres avec la sienne, et notamment son rapport à sa propre expérience, son corps et son existence. Donc c'est ce que fait Montaigne ici. Donc en activité 2, je vous propose de repérer quels sont les principes d'écriture de Montaigne à l'intérieur des textes. C'est-à-dire qu'on va faire le mouvement inverse. Moi, je vous propose de repérer les principes que je vous énonce ici. Donc on doit voir opérer une pensée personnelle. Donc vous trouvez dans un texte un élément qui pourrait prouver qu'on assiste vraiment à la pensée propre de Montaigne, la confrontation avec autrui, la confrontation avec son propre corps, la confrontation avec sa propre expérience et le fait que Montaigne se livre à un exercice, c'est-à-dire qu'on voit l'affirmation, la confirmation, la digression, le raisonnement, l'argumentation. D'accord. Alors là, je ne vais pas vous demander de l'observer, je vais vous donner les réponses tout de suite. D'abord, c'est les connecteurs qui nous permettent d'observer la mise en place, notamment les connecteurs logiques qui me permettent d'observer la mise en place d'un raisonnement. Et puis aussi, l'affirmation et l'affirmation, on le voit notamment dans le texte que vous allez avoir en lecture linéaire avec moi. C'est-à-dire que Montaigne part du prédicat que c'est l'Atlantide qui pourrait être le Nouveau Monde, et après il infirme grâce à la vision des contemporains le fait que ce serait l'Atlantide. Donc dans la lecture linéaire qui sera lecture linéaire 8, on a un très bon exemple de confirmation et d'affirmation, d'affirmation et d'affirmation.
Je vous laisse aller voir vos textes et puis je vous ferai le point ensuite à partir de ce cours-ci pour que vous ayez des exemples. Donc on observe que la pensée de Montaigne est d'abord une pensée personnelle parce qu'effectivement on observe la présence d'un je et il renvoie sans cesse à son expérience, évidemment ça nous renvoie à ce point-là. Notamment, il évoque lui-même son expérience du mal de mer. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le texte, je vais vous le montrer. C'est sur l'expérience de Montaigne enfin, sur sa propre expérience que Montaigne s'exprime. Évidemment, il y a une confrontation au corps, vous avez vu, avec les sujets assez prosaïques des vents et du mal de mer. Voilà tout. Ensuite, la confrontation à la pensée d'autrui, on le voit à travers les auteurs antiques, mais on le voit aussi grâce aux explorateurs et aux témoins du Nouveau Monde dont parle Montaigne régulièrement. Voilà pour les principes des essais. Évidemment, je vous conseille fortement ces deux parties de cours-là de bien les maîtriser pour un sujet de dissertation, à mon sens. Ceci nous amène du coup à l'écrit d'appropriation, où je vous demande sous la forme de commandement de réaliser un point sur ce que c'est que les essais en mêlant à la fois les sujets enfin les thèmes humanistes et en mêlant aussi les principes d'écriture. Dernière chose, je vais faire un petit pont avec le parcours. Notre monde vient d'en trouver un autre. Ici, en fait, il ne s'agit pas d'un autre monde, c'est-à-dire simplement, évidemment, le nouveau monde. Mais il s'agit d'autres mondes en dehors de ce monde-là. Montaigne évoque évidemment le monde antique. Il évoque aussi... Mais on pourrait prendre aussi cette phrase d'une autre manière. Dans notre monde, il y a évidemment le rapport à nous, c'est-à-dire les Européens, hein, d'accord. Mais notre, ça renvoie aussi à je. Donc moi, Montaigne, je me rencontre moi-même, d'accord. Et nous, les hommes, nous rencontrons notre nature humaine. Donc on peut aussi voir les essais et notamment nos chapitres comme une rencontre avec le Nouveau Monde, comme une rencontre avec le monde antique, comme une rencontre avec soi-même en tant que je suis je, moi Montaigne et je me décrypte, mais on peut aussi imaginer ça comme une rencontre vers la nature humaine. Qu'est-ce que c'est que l'homme en général? Voilà, je vous laisse sur cette séance.